L'adoption du programme de travail gouvernemental 2013 sur la table du premier séminaire gouvernemental de l'année, une rencontre qui réunit la quasi-totalité des ministres sous la présidence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Depuis ce lundi, l'emprunt obligataire du Trésor public de Côte d'Ivoire 2012-2017 est coté en bourse, valeur de la première cotation 10 000 francs CFA. Au Vatican, une épaisse fumée noire marque la fin du premier jour de vote lors du conclave, signe qu'aucun pape n'a encore été élu pour succéder à Benoît XVI. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur RTI 1. 48 heures pour adopter le programme de travail gouvernemental de l'année 2013. Le premier séminaire gouvernemental de l'année réunissant la quasi-totalité des ministres s'est ouvert ce matin autour du président de la République. C'est aussi l'occasion pour les membres du gouvernement de faire le bilan de leurs actions de l'année 2012, une évaluation de leur efficacité, nous dit Viviane Aïma. Le séminaire gouvernemental consacré à l'adoption du PGT 2013, c'est-à-dire le programme de travail du gouvernement durant l'année 2013, s'est réuni ce mardi matin au palais présidentiel. Tous les ministres étaient présents. Le président de la République en a présidé l'ouverture. Ce séminaire gouvernemental, tout comme le précédent qui s'est tenu en 2011, toujours au palais présidentiel, va permettre, comme l'a expliqué le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, au gouvernement d'harmoniser son travail en définissant des actions prioritaires et en adoptant un plan d'action cohérent. Un volet de ce séminaire sera consacré au bilan de l'action gouvernementale au cours de l'année 2012. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'adoption du programme de travail gouvernemental est un moment fort du processus de travail gouvernemental. En effet, le PTG permet au gouvernement de se doter d'un plan d'action cohérent, lui donnant une claire visibilité et lisibilité et induisant ainsi pour lui la capacité de mesurer son efficacité et de faire une bonne évaluation de ses résultats. Nous savons que nos compatriotes attendent du gouvernement qu'il tienne ses engagements, lesquels ont été consignés notamment dans le plan de développement PND 2012-2015. Et le PTG, qui est la traduction annuelle du PND, est un instrument d'impulsion de l'action gouvernementale qui fait ressortir les activités devant être concrétisées sur le terrain par les différents ministères, chacun selon ses attributions. Un autre problème récurrent auquel j'entends apporter une réponse à partir du PTG est celui de la programmation des projets de texte et de communication inscrits à l'ordre du jour des conseils. Le PTG, une fois adopté, devrait faciliter la programmation glissante des projets de loi, de décrets et de communication en conseil de gouvernement et en conseil de ministres. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui veut impulser cette clarté à l'action gouvernementale, a recommandé aux ministres de n'avoir qu'une seule et unique préoccupation au cours de leurs travaux, le bien-être de la population. À plusieurs occasions, j'ai interpellé certains ministres, le ministre chargé de l'énergie par rapport aux coupures d'électricité, le ministre chargé des infrastructures pour les problèmes d'eau à Yopougon et ailleurs. Donc ce sera une occasion de dire quelle réponse vous donnerez à nos compatriotes sur ces différents manquements. Nous savons tous qu'en raison du déficit de développement que nous avons connu depuis de nombreuses années, nos compatriotes attendent beaucoup de nous, bien sûr en matière de sécurité, mais au-delà. Dès lors, il importe que chaque membre du gouvernement redouble d'efforts et d'imagination afin d'apporter des solutions concrètes aux besoins et aux attentes de nos populations. C'est un défi que le gouvernement devra s'atteler à relever au cours de cette année afin que chaque ménage puisse ressentir davantage les retombées des efforts déployés, notamment l'assainissement du cadrage macroéconomique, la gestion rigoureuse des ressources, qui conduisent bien sûr à une croissance forte et inclusive. Vous comprendrez donc l'intérêt particulier que revêtent les travaux de ce séminaire
et l'intérêt que j'accorde personnellement à vos travaux. Le conclave ministériel s'achève mercredi après-midi. Les ministres présenteront alors leur copie au président de la République. 51 ans de relations historiques et d'amitié et de coopération aussi entre la Côte d'Ivoire et le Liban. Le numéro 1 libanais, Michel Sleiman, sera en visite officielle en Côte d'Ivoire à compter de ce 14 mars et ce pour 72 heures. La communauté libanaise dans le pays est estimée à plus de 80 000 personnes. Alvar Hassan nous fait découvrir ce pays du Proche-Orient, connu pour être un brassage de plusieurs cultures. Créée en 1920 par la France, la République du Liban est un État du Proche-Orient, en grande partie montagneux. Sa superficie, 10 450 km². Il partage ses frontières avec la Syrie au nord, l'État d'Israël au sud, le bassin levantin à l'ouest et la mer Méditerranée à l'est. Sa capitale est Beyrouth. Le pays a adopté sa première constitution en 1926. La monnaie, la livre libanaise. Une livre libanaise équivaut à 0,33 francs CFA. La population du Liban est estimée à plus de 4 millions d'habitants, composée de sunnites, de chiites et de maronites. La langue officielle est l'arabe. Première langue étrangère, le français. Il est parlé par 45% de la population. 30% de cette population, en plus de l'arabe, parle l'anglais. Du fait de sa composition pluriconfessionnelle, le Liban est doté d'un système politique fondé sur une répartition du pouvoir proportionnelle au poids de chaque communauté religieuse. C'est le confessionnalisme. L'économie de ce pays est basée sur l'agriculture, le commerce, le tourisme, les services. Son emplacement géographique, sa richesse en eau, ses montagnes dominant le Proche-Orient, son ouverture sur la Méditerranée et son climat tempéré lui donnent une importance stratégique, économique, politique et même militaire. C'est pour cela qu'il a été le lieu d'un brassage de plusieurs civilisations et de cultures. C'est le président de ce pays, Michel Sleiman, qui sera les jours à venir en visite officielle en Côte d'Ivoire. Restons au Liban. Le 11e président depuis l'indépendance du pays, Michel Sleiman, précédemment commandant de l'armée, a accédé à la présidence en 2008. Marie-Laure Ungoran pour un retour en images sur la carrière politique et militaire de l'homme. Le général Michel Sleiman est le 11e président de la République libanaise depuis l'indépendance du pays en 1943. Titulaire d'une licence en sciences politiques et administratives, il accède à la présidence de la République en 2008. À cette époque, les différents partis politiques libanais s'accordent à soutenir sa candidature à la magistrature suprême comme candidat de compromis pour succéder à Émile Laoud, dont le mandat était arrivé à expiration le 23 novembre 2007. Mais son élection sera maintes fois reportée à cause des profonds désaccords politiques entre la majorité parlementaire et l'opposition. 25 mai 2008. Le Parlement lève l'équivoque, considère que les fonctions de commandant en chef de Michel Sleiman ne lui interdisent pas de devenir président de la République et l'élit par 118 voix sur 127, ce qui met fin à 6 mois de vacances de la présidence de la République libanaise. Sa carrière militaire, il la débute en 1970. À l'école militaire du Liban, il suit une formation et obtient le diplôme de sous-lieutenant. 1971, en Belgique, il poursuit sa formation militaire avant de se rendre en France la même année où il obtient un diplôme en technique d'état-major 10 ans plus tard, en 1981. Michel Sleiman a occupé plusieurs postes de commandement au cours de sa carrière militaire. Sa dernière nomination, 21 décembre 1998, date à laquelle il est nommé commandant en chef de l'armée libanaise. Après Fouad Chehab, Émile Laoud, Michel Sleiman est ainsi le 3e commandant en chef de l'armée à accéder à la présidence de la République au Liban. Le président libanais, qui maîtrise 2 langues étrangères, l'anglais et le français, est marié depuis 1973 et père de 3 enfants.
Toujours au chapitre de la visite officielle du président libanais en Côte d'Ivoire, prévue du 14 au 16 mars, le ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine, invite les organes de presse intéressés par la couverture médiatique de la visite à communiquer le nom de leur rédacteur au ministère de la Communication en vue de leur accréditation. À cette fin, les organes de presse peuvent s'adresser au contact suivant, communication@communication.org ou encore au 20 22 27 70 ou le 07 48 53 78. Le renforcement de la coopération économique entre la Chine et la Côte d'Ivoire a été abordé hier à la primature. Pour cela, Daniel Cablon-Duncan a reçu des opérateurs économiques chinois et des diplomates. Le chef du gouvernement s'est ensuite entretenu avec les partis politiques, membres du cadre permanent de dialogue. Alexis Ouedraogo. Ambiance bon enfant, échange de présents. Lundi soir à la primature, la coopération sino-ivoirienne à l'honneur. Le chef du gouvernement, Daniel Cablon-Duncan, a reçu une délégation de diplomates et d'opérateurs économiques chinois. La délégation était conduite par le président de la table ronde sur la coopération sino-africaine, J.P. Ding. Je suis vraiment très heureux de constater que ces dernières années, la Côte d'Ivoire a réalisé la réconciliation nationale, la paix, le redressement économique et joue désormais un rôle de plus en plus important dans les affaires régionales et internationales. La Chine considère la Côte d'Ivoire comme bon frère et bon ami. Nous entendons bien travailler ensemble avec la partie ivoirienne pour promouvoir les relations sino-africaines et sino-ivoiriennes. Plus tard dans la soirée, Daniel Cablon-Duncan a eu une séance de travail avec les membres du cadre permanent de dialogue, CPD, une brève réunion. Nous sommes à notre 11e réunion sur des chapitres bien précis que nous avons divisés en commissions de travail. Nous examinons donc les résultats de ces commissions. Nous avons saisi la main tendue de la paix et de la réconciliation du gouvernement. Et nous voulons prouver qu'il est possible de s'opposer en Côte d'Ivoire sans belligérance, sans agressivité. Les membres du cadre permanent de dialogue annoncent pour très bientôt la fin du cycle des consultations. Une synthèse sur les acquis et autres points d'attente devrait être annoncée. Le Mexicain Herminus Blanco Mendoza est venu solliciter le soutien de la Côte d'Ivoire, candidat à la prochaine élection du directeur général de l'Organisation mondiale du commerce. Il a échangé ce matin avec le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Dibi Kofi. Pour ces élections du 31 mai prochain, 9 candidats sont en lice, dont 2 Africains, pour succéder au Français Pascal Lamy. Rappelons que l'Organisation mondiale du commerce, OMC, regroupe 158 États membres, dont la Côte d'Ivoire. La coopération militaire ivoiro-française et la situation au Mali ont été abordées il y a quelques jours par le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, et la conseillère Afrique du président de la République français, Hélène Le Gall, à Boussanogo, pour le point de cette rencontre. Plusieurs sujets ont été abordés au cours de cette rencontre entre le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, et la conseillère Afrique du président de la République française, Hélène Le Gall, accompagnée de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Georges Serre. D'abord, la coopération militaire entre la France et la Côte d'Ivoire, avec en prime des ébauches de solutions à la lutte contre la piraterie maritime. L'occasion a été ensuite offerte au ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, de faire le point des avancées sur le déploiement très prochain du bataillon logistique ivoirien au Mali dans le cadre de la mission internationale de soutien au Mali, MISMA. La question de la réforme du secteur de sécurité, qui constitue pour les autorités ivoiriennes une priorité, a été le dernier point à l'ordre du jour de cette séance de travail. J'ai réitéré le soutien de la France à ce que l'armée ivoirienne puisse connaître toutes ces réformes pour être une armée de premier plan dans la région. Sur ce point, Paul Kofi Kofi a salué les efforts déjà fournis par la France dans son appui à l'équipement et à la formation des militaires ivoiriens.
L'axe Bouna-Doropo à la frontière ivoiro-burkinabé va être bitumé. La Côte d'Ivoire vient d'obtenir un prêt de 10,8 milliards de francs CFA pour la réalisation de l'ouvrage, financé par le Fonds cohésien pour le développement économique arabe à hauteur de 25%. Les travaux sont annoncés pour démarrer à la mi-2013, nous dit Adama Koné. Promesse de chef d'État en novembre 2012 dans le district du Zanzan, début de mise en forme en mars 2013. Le projet de bitumage de la route Bouna-Doropo frontière du Burkina Faso entame la phase de mobilisation des ressources. Acte concret ce lundi 11 mars, le Fonds cohésien pour le développement économique arabe ouvre ses caisses à l'État ivoirien. L'institution financière consent à octroyer la somme de 10 milliards 800 millions de francs CFA pour la construction de cette infrastructure. Ce prêt est une bonne affaire pour le gouvernement, vu les conditions de remboursement très attractives. Le présent accord est consenti aux conditions financières suivantes: une durée de 20 ans, 4 ans de différé et un taux d'intérêt de 1,5% l'an. Pour la partie cohésienne, c'est un plaisir de signer cet accord, une autre démonstration de la bonne coopération entre l'institution et la Côte d'Ivoire. Le projet de la route reliant Bouna à Doropo, longue de 91 km, sort désormais des tiroirs. Le coût global de 42 milliards de francs CFA est également supporté par la BOAD 13 milliards de francs CFA, le Fonds saoudien 14 milliards de francs CFA, la BADEA 6 milliards de francs CFA et l'État ivoirien 4 milliards de francs CFA. Les travaux prévus pour démarrer en juillet 2013 doivent durer 2 ans. Mais déjà, le ministre Nialé Kaba rassure les bailleurs sur la bonne administration des fonds. Je voudrais vous donner l'assurance que ces ressources mises à la disposition de notre pays seront utilisées de façon efficiente pour le financement du projet, conformément aux procédures de gestion des finances publiques. Le bitumage de cette voie va désenclaver les régions de Bouna et faciliter les échanges commerciaux avec le Burkina Faso voisin. Le financement partiel du présent projet porte le concours du Fonds cohésien en faveur de la Côte d'Ivoire à 22 milliards 200 millions de francs CFA. Économie toujours, une mission conjointe du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement va séjourner en Côte d'Ivoire du 13 au 27 mars 2013 et ce en vue de procéder à la 3e revue du programme économique et financier 2012-2014 soutenu par la Facilité élargie de crédit FEC. Depuis ce lundi, l'emprunt obligataire du Trésor public de Côte d'Ivoire 2012-2017 est coté en bourse. Valeur de la première cotation, 10 000 francs CFA. Jean-Jacques Kwame, explication. Volume échangé, 50. Au cours de 10 000 francs CFA. 10 000 francs CFA, c'est la valeur nominale de la première cotation de l'emprunt obligataire de l'État de Côte d'Ivoire dénommé TPC 6,5% 2012-2017, donné ce lundi à 10h45 par la représentante du ministre en charge de l'économie. Pour une première cotation en bourse, précisent les spécialistes, les résultats sont prometteurs. Nous espérons que cette valeur va rapidement évoluer, aussi bien à la hausse qu'aussi bien au niveau des volumes échangés et qu'il y aurait beaucoup d'échanges dessus, parce que c'est une valeur intéressante qui sert quand même 6,5% tous les ans, net d'impôts. L'emprunt obligataire TPC 6,5% 2012-2017 a été émis par l'État de Côte d'Ivoire du 16 août au 14 septembre 2012. Objectif, financer une partie des investissements prévus dans le budget 2012 en vue de faire face à la reconstruction post-crise. Sur les 60 milliards de francs CFA attendus, 93 milliards ont été mobilisés, signe que l'État de Côte d'Ivoire retrouve sa crédibilité. C'est une opération qui a connu un grand engouement. C'est la signature de l'État. Nous allons encore souper sur le marché pour permettre à tous les opérateurs qui ont des ressources de diversifier leurs placements. Avec cette nouvelle cotation, le Trésor public de Côte d'Ivoire entretient 5 lignes obligataires inscrites à la BRVM, Bourse régionale des valeurs mobilières. BRVM qui occupe désormais la 6e place sur les 23 bourses que compte le continent africain. Cet emprunt obligataire du Trésor public de Côte d'Ivoire, lancé l'année dernière, a connu un engouement certain. Sur 60 milliards de francs CFA attendus, l'État a recueilli plus de 90 milliards de francs CFA. Jean-Jacques Kwame revient sur cet emprunt obligataire et nous donne son sens.
Un emprunt est une dette financière à long terme, alors que les dettes à moyen et court terme sont habituellement appelées crédits. Après cette précision, il faut retenir qu'un emprunt est une dette résultant de l'octroi de prêts remboursables à terme et qui participe avec les capitaux propres à la couverture des besoins de financement d'une entreprise. Quant à l'emprunt obligataire, c'est un emprunt qui naît de l'émission d'obligations réparties entre de nombreux prêteurs. Pour souscrire à cet emprunt obligataire, entre autres, les salariés, les banquiers, les industriels et les institutions. En Côte d'Ivoire, l'État a recours à l'emprunt obligataire pour rechercher sur le marché financier de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, une partie des investissements prévus dans le budget. Pour l'année 2013, ce sont 760 milliards de francs CFA que le Trésor public est appelé à lever sur le marché financier. 14,5%, c'est le taux de bancarisation de la société ivoirienne. Un faible taux, souvent dû à la pauvreté. Les Ivoiriens ont-ils malgré tout la culture de l'épargne? La réponse avec Honorine Anigori. Épargner, c'est placer ses économies à la banque. Pour la plupart des Ivoiriens, ce n'est pas aussi facile. En 2010, les chiffres étaient à 10,5%. Au plateau, devant les agences bancaires, les avis sont partagés. Je suis pour la promotion de l'épargne. Parce que l'épargne, ça aide au développement. J'épargne, je suis dans 2 différentes banques. Il faut être prévoyant, il est important de garder quelque chose pour vos vieux jours. Moi, je n'épargne pas. Je garde mon argent. Parce que bon, quand il y a une petite crise comme ça, on a toujours des problèmes. Même quand tu mets ton argent à la banque, que tu en as besoin pour te donner, c'est tout un problème. Tu épargnes, il faut qu'il soit prêt quand même aussi à te donner, à venir comme subvention, à te donner des prêts pour pouvoir faire des projets et tout ça. Je n'épargne pas parce que, bon, pour le moment, je suis à l'enquête d'emploi. Épargnant ou pas, les Ivoiriens demandent aux banques de faire des efforts pour leur faciliter l'accès, d'autant que le taux de bancarisation est toujours très faible. Fin 2011, seuls 14,5% des Ivoiriens avaient un compte en banque. Avoir un compte bancaire, pour moi, c'est un acte citoyen. Fin 2011, nous sommes passés à environ 14,5% de taux de bancarisation. Donc, les Ivoiriens, dans leur grande majorité, c'est vrai, ne sont pas encore inscrits dans les livres des banques, mais pour ceux qui y sont, des efforts sont faits afin de constituer progressivement des ressources d'épargne pour les banques. Notre ambition, c'est d'être à l'horizon peut-être 2020, être à au moins entre 40 et 50% du taux de bancarisation, mais ceci demandera des mesures d'accompagnement des autorités à tous les niveaux. La nécessité pour la Côte d'Ivoire de voir les Ivoiriens s'adonner à l'épargne consiste à la relance de l'économie afin de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020. Poursuivons ce journal par un communiqué du Conseil national de la presse. Le Conseil national de la presse CNP constate la publication persistante et abondante dans les organes de presse d'articles à caractère publicitaire, de publi-reportages et de publi-interviews déguisés, ce en dépit de ces interpellations. Le CNP rappelle que la publication de tels écrits ne contenant pas les mentions exigées contrevient aux dispositions de l'article 15 de la loi du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la presse ainsi qu'au code de la déontologie. Le CNP prévient les entreprises de presse que désormais toute violation de ces prescriptions légales sera sanctionnée par les peines prévues à cet effet. La stratégie nationale de protection sociale, plus que jamais d'actualité en Côte d'Ivoire. Les partenaires bilatéraux et multilatéraux ont été reçus par le ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle Moussa Dosso. Ils ont promis de soutenir la mise en œuvre de cette stratégie nationale. Herman Niamia. En Côte d'Ivoire, seulement 10% de la population ont accès à une protection sociale. Les bénéficiaires sont pour la plupart des salariés et leurs ayants droit. Quant au monde paysan et aux opérateurs du secteur informel, rares sont ceux qui bénéficient de ce privilège. C'est donc cette disparité que le gouvernement entend corriger pour permettre à tout citoyen ivoirien d'avoir accès aux services sociaux de base. Une stratégie nationale de protection sociale a donc été élaborée par le ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Sa mise en œuvre va coûter la bagatelle de 400 milliards de francs CFA. Pour engager tous les partenaires techniques et financiers dans ce projet, le ministre d'État en charge des Affaires sociales, Moussa Dosso,
a rencontré l'ensemble des partenaires bilatéraux et multilatéraux. Nous l'avons esquissé devant nos partenaires techniques pour qu'ensemble, cette stratégie nationale de protection sociale soit le plus largement discutée et qu'ensemble on puisse arrêter un document, un véritable plan et dont la mise en œuvre va s'en trouver aisée, mais surtout, le fait que tous ces partenaires aient contribué et bien que le financement puisse être trouvé. Pourquoi une stratégie nationale de protection sociale? La question a été expliquée aux différents partenaires techniques et financiers à travers un exposé. Les échanges qui s'en sont suivis leur ont permis de se faire une idée de ce projet qui permettra l'accès équitable à des services sociaux de qualité pour l'ensemble de la population. Pour la phase pilote de la mise en œuvre de cette stratégie nationale de protection sociale, les structures les mieux organisées comme la MIGEFSI, les filières et véhicules et Oléa Jeunesse vont servir de boussole. 37 ordinateurs viennent de renforcer la salle multimédia du Centre de ressources numériques de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ce don de la société japonaise Mitsubishi Corporation a une valeur de 33 millions de francs CFA. Cet équipement servira également à parfaire la formation des enseignants qui sont appelés à mettre en ligne leurs cours. Quittons l'université pour parler de santé mentale. Les séquelles de la crise post-électorale ivoirienne sont encore présentes chez plus de 2 millions de personnes en Côte d'Ivoire. Plusieurs organismes et ONG sont intervenus sur le terrain pour aider ces personnes à guérir de leur traumatisme. Démarré aujourd'hui, un atelier initié par le Programme national de santé mentale va œuvrer à mettre en synergie ces différents programmes. Francis Boifo. À 50 ans, Simone Konan Afoué a déjà 10 ans de crise derrière elle. Après une première partie de vie à Sakassou, c'est à Bobo, de ville où elle connaît l'horreur en 2002 et 2011 à la suite des crises militaro-politiques. Depuis, elle est malade. Elle fait une dépression nerveuse. J'ai vécu. Je ne peux pas, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Mon mari, moi, mes enfants. Maintenant, là, ça va. Par la grâce de Dieu, ça va. C'est l'ONG Cœur Sensible qui a recueilli cette femme dans la rue. La prise en charge psychologiquement, médicalement et lui a installé une cabine cellulaire. Elle n'est pas la seule dans cette situation. Il y a beaucoup de cas que nous suivons. À Bobo, Makori, nous avons beaucoup de situations que nous devons suivre. Mais malheureusement, nous n'avons pas assez de moyens. C'est pourquoi le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida et les organisations non gouvernementales ont décidé de mutualiser leurs forces pour aider les 2 millions de personnes traumatisées. Il y a beaucoup d'actions à mener et pas assez de moyens. Ces ONG ayant les moyens ont décidé de nous associer à leurs actions. 3 jours de réflexion pour élaborer une stratégie commune de prise en charge des personnes traumatisées. Les mêmes acteurs se retrouveront au mois de décembre 2013 pour évaluer l'efficacité de ce nouveau dispositif. Un mot de culture, le renforcement de la coopération culturelle entre la Côte d'Ivoire et le Gabon est désormais une réalité. Les ambassadeurs des 2 pays l'ont signifié au ministre ivoirien de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandama et ses hôtes, ont travaillé à la création d'un cadre juridique afin de mettre en place le volet culturel de la coopération entre la Côte d'Ivoire et leurs pays respectifs. Le savoir se rapproche des résidents de la Riviera 3. La Librairie de France vient d'ouvrir un nouveau magasin dans ce quartier. Pour l'occasion, le ministre de la Culture, Maurice Kakou Bandama, a situé la place et l'importance du livre dans la formation de la conscience d'un peuple. Le reportage de Noël Niagno. Au-delà de l'aspect financier, le livre construit une conscience. Le livre permet à un peuple de se libérer de certaines pesanteurs. Le livre donc contribue à former une société de qualité. Pour contribuer à une large diffusion du livre et autres instruments de formation du citoyen de qualité, une librairie est désormais ouverte à proximité des populations de la Riviera 3. Les notables d'Anono, les gardiens de la tradition ont apporté leur caution. Le premier responsable du groupe est heureux d'ouvrir un autre espace d'expression d'une passion, contribuer à la formation de la graine de demain. La passion d'une équipe qui croit en des valeurs. En ce moment, nous avons décidé de faire un investissement qui ne se réalise pas forcément par des bénéfices. Mais nous sommes comme ceux qui plantent des pépites d'or
et qui veulent demain en fait récolter des fruits de diamants. Mais au fait, que gagnent les écrivains? Madame le député de Cocody est d'avis que quelque chose doit être fait. Le droit d'auteur est l'un des droits les plus importants, car il s'agit d'œuvres de l'esprit. Très souvent, quand c'est virtuel, les gens ont du mal à y mettre un prix. Alors que finalement, il y a de nombreux artistes qui ne vivent que de cet art. Pour moi, c'est un cheval de bataille. Un modeste public est venu honorer cette cérémonie de sa présence, distinguée et colorée. Religion pour terminer, fumée noire ce soir sur le toit de la chapelle Sixtine au Vatican. Les cardinaux ne se sont pas accordés lors de leur premier vote sur le nom du nouveau pape. Ils doivent se retrouver mercredi matin pour un nouveau tour du scrutin. Fin de ce journal, d'autres informations sur les www.rti.ci. Merci de votre attention. Bonsoir.